Salut à tous, le dossier géopolitique. En ce moment même, pendant que cette vidéo est regardée, quelque chose d'énorme est en train de se mettre en marche. Demain matin, le Premier ministre Mark Carney montera à bord d'un avion, s'envolera directement vers le cœur de la finance mondiale, New York, et se tiendra devant les investisseurs, les PDG et les gestionnaires de capitaux les plus puissants de la planète. Le chiffre qu'il va mettre sur la table est de 1000 milliards de dollars. Pas 1 milliard, pas quelques centaines de millions, mais bien 1000 milliards de dollars complets en nouveaux investissements pour le Canada. Voilà l'argument. Voilà le plan. Et si cela fonctionne, cela changera ce pays d'une manière que la plupart des Canadiens n'ont pas encore commencé à comprendre. Avant que les caméras ne tournent demain à l'Economic Club of New York, il est important de décortiquer exactement ce qui se passe, pourquoi cela compte pour chaque Canadien qui regarde en ce moment et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de l'économie canadienne. D'abord, il faut comprendre l'ensemble du tableau. Ce voyage n'est pas simplement une visite diplomatique de routine. Mark Carney a annoncé le dimanche 24 mai 2026 qu'il se rendrait à New York le mercredi 27 et le jeudi 28 mai. Son bureau a confirmé qu'il rencontrerait un groupe restreint de grands PDG, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise et de gestionnaires de capitaux majeurs. Mais le point central du voyage est un discours qu'il prononcera à l'Economic Club of New York, où il présentera la nouvelle stratégie économique du Canada devant l'un des auditoires financiers les plus influents du monde entier. Le choix de l'Economic Club of New York n'est pas accidentel. C'est le même lieu où, depuis plus d'un siècle, des chefs d'État, des présidents de la Réserve fédérale et des dirigeants du Fortune 500 se sont adressés à l'élite de Wall Street. Quand un Premier ministre en exercice s'y présente, ce n'est pas une conversation informelle, c'est une déclaration. Cela indique que le Canada est ouvert aux affaires et que le Canada essaie de jouer dans la cour des grands. Le message que Carney apporte repose sur un objectif très précis et très ambitieux: catalyser 1000 milliards de dollars en nouveaux investissements totaux au Canada au cours des 5 prochaines années. Avant de juger si ce chiffre est réellement atteignable, et c'est réellement compliqué, il faut d'abord comprendre ce que le gouvernement promet et comment il croit pouvoir y parvenir. Le gouvernement fédéral a déclaré qu'il engage environ 280 milliards de dollars de ses propres investissements en capital et incitatifs financiers. Cela comprend de grands projets d'infrastructures, l'expansion de l'industrie de la défense, le développement énergétique et la transformation des minéraux critiques. La théorie est que pour chaque dollar d'argent public investi, les investisseurs privés, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de capitaux internationaux suivront. Quand on additionne les investissements publics et privés, le gouvernement estime que le total dépassera 1000 milliards de dollars. Ce qui rend cet argument intéressant, c'est que les chiffres réels qui le soutiennent ne sont pas faibles. Le Canada a été classé comme le marché le plus attrayant au monde pour les investissements en infrastructure en mai 2026, selon la Global Infrastructure Investor Association. Ce n'est pas un chiffre inventé. C'est ce que dit actuellement la communauté mondiale de l'investissement. En plus de cela, le Canada détient une cote de crédit AAA qui est en quelque sorte l'étalon or de la fiabilité financière. Le Canada affiche le plus faible ratio dette nette PIB de tous les pays du GSEPT. En matière de stabilité bancaire, le Canada se classe au premier rang du GSEPT. Donc, la base sur laquelle Carney s'appuie lorsqu'il entrera dans cette salle demain est en réalité assez solide. Mais le moment choisi pour ce voyage est tout aussi important que les chiffres. Cela se produit maintenant parce que le calendrier compte énormément. Le geste de Carney à New York ne peut pas être compris sans comprendre la guerre commerciale qui a redessiné les relations économiques du Canada au cours de la dernière année et demie. Les États-Unis, sous le président Trump, ont imposé des tarifs agressifs sur les produits canadiens, plaçant le Canada dans une position difficile. Il faut une forme très particulière de magie de salle de presse pour appeler les tarifs douaniers une stratégie tout en demandant à tout le monde de payer la facture. Le plus grand partenaire commercial du Canada, responsable de plus de 70% de toutes les exportations canadiennes de marchandises, rendait activement le commerce plus difficile et plus coûteux. Quand le plus gros client d'un pays devient hostile, ce pays doit aller en chercher de nouveaux. C'est la partie gênante du nationalisme économique. Le slogan paraît moins cher avant que la facture arrive. C'est exactement ce que Carney fait à un rythme soutenu depuis son entrée en fonction.
Rien que durant son premier mois comme Premier ministre cette année, il s'est rendu en France, en Chine, au Qatar et en Suisse. Il a effectué 26 voyages internationaux au cours de la dernière année, rencontrant des dirigeants d'économies d'Asie, du Moyen-Orient, d'Europe et d'ailleurs. La stratégie est claire, doubler les exportations canadiennes hors États-Unis au cours de la prochaine décennie et bâtir une base d'investissement diversifiée qui ne dépend pas entièrement d'un voisin imprévisible. Le voyage à New York s'inscrit directement dans cette stratégie. Même si les États-Unis et le Canada traversent une période compliquée sur le plan commercial, les investisseurs de Wall Street et les marchés de capitaux de New York constituent un auditoire complètement différent des négociateurs commerciaux de l'administration Trump. Carney défend essentiellement l'idée que même si la politique est brouillonne, l'occasion d'affaires est réelle. Dans l'orbite trumpiste, la politique brouillonne veut souvent dire que le tableur a été prié de saluer le slogan de campagne. Le message est simple, venez investir au Canada. Ce que le Canada vend réellement à ses investisseurs, c'est là que l'histoire devient véritablement importante. Lorsque Carney se tiendra à ce podium demain, il parlera d'un pays qu'une grande partie du monde a sérieusement sous-estimé pendant longtemps. Le Canada est une superpuissance énergétique. Il possède d'immenses réserves de pétrole, de gaz naturel et de capacités en énergie propre, y compris une puissance hydroélectrique que très peu de pays peuvent égaler. Mais plus important encore pour l'économie de demain, le Canada repose sur certains des plus grands gisements de minéraux critiques au monde. Les minéraux critiques sont la matière première de l'économie du XXIe siècle. On ne peut pas construire de véhicules électriques sans eux. On ne peut pas fabriquer de semi-conducteurs sans eux. On ne peut pas construire les batteries qui alimentent la transition énergétique propre sans eux. Et le Canada possède ces minéraux en abondance extraordinaire. Le Canada a aussi réalisé de véritables avancées dans le secteur de l'intelligence artificielle. Selon les chiffres du gouvernement, l'industrie canadienne de l'intelligence artificielle crée actuellement des emplois plus rapidement qu'aux États-Unis. C'est une affirmation remarquable et elle reflète des années d'investissement dans des pôles de recherche en intelligence artificielle dans des villes comme Toronto, Montréal et Edmonton. Le Canada se trouve aussi devant ce qui est décrit comme une occasion de 140 milliards de dollars dans l'informatique quantique. Ce ne sont pas des industries du passé, ce sont les industries qui vont définir la puissance économique mondiale au cours des 50 prochaines années. Carney devrait également mettre en lumière un élément que beaucoup d'investisseurs à l'extérieur du Canada ne comprennent pas pleinement. L'infrastructure commerciale extraordinaire du pays, le Canada compte 6 accords de libre échange actifs couvrant 51 pays. Cela donne aux investisseurs qui opèrent au Canada un accès préférentiel à 5 milliards de consommateurs représentant environ les 2 tiers du PIB mondial. Pour une entreprise mondiale ou un investisseur institutionnel à la recherche d'une base stable, instruite et bien connectée à partir de laquelle exercer ses activités, le Canada coche un nombre remarquable de cases. Cela rejoint aussi une entente qui n'a pas reçu assez d'attention au moment où elle a eu lieu. À la fin de l'année dernière, lorsque Carney s'est rendu aux Émirats arabes unis, il est revenu avec une promesse d'investissement de 70 milliards de dollars. Ces 70 milliards de dollars venant d'un seul pays, d'un seul voyage. Les deux pays ont signé un accord de promotion et de protection des investissements étrangers qui fixe des règles juridiques claires pour les investisseurs des Émirats arabes unis opérant au Canada. Ils ont aussi lancé des discussions en vue d'un accord commercial complet. Cette entente représente à elle seule une injection sérieuse de capitaux du Golfe dans les infrastructures canadiennes, les technologies propres et le développement de l'intelligence artificielle. C'est exactement le genre de réussite que Carney peut présenter à la communauté financière de New York pour montrer que cette stratégie produit déjà des résultats et qu'elle devrait en faire partie. Il y a aussi une autre raison pour laquelle le voyage de cette semaine est particulièrement significatif. Dans quelques semaines seulement, la période d'examen obligatoire de l'ASEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique et successeur de l'ALENA, va commencer. Rien ne dit climat d'affaires prévisible comme transformer un accord commercial en épisode récurrent de théâtre politique. Les tarifs américains frappent durement les exportations canadiennes, et la relation commerciale entre Ottawa et Washington est tendue et incertaine. L'ambassadeur des États-Unis au Canada, Peter Ora, a récemment déclaré publiquement que les négociations sérieuses entre les deux pays étaient essentiellement suspendues depuis octobre dernier.
Cela signifie que Carney arrive à New York à un moment où la relation commerciale la plus importante du Canada est en suspens. Le message qu'il envoie en se présentant à New York cette semaine, avant ses pourparlers commerciaux cruciaux de l'été, est stratégique. Le Canada ne reste pas assis à attendre que Washington se décide. Le Canada construit son avenir malgré tout. C'est aussi la réplique silencieuse au manuel des tarifs douaniers. Pendant qu'un camp joue la fermeté, l'autre cherche des options. La question plus difficile est de savoir si tout cela peut réellement fonctionner. Le titre des 1000 milliards de dollars est puissant et attire l'attention, mais la véritable histoire est de savoir si ce plan peut produire des résultats dans la pratique. La réponse honnête, appuyée par ce que disent actuellement les économistes et les chefs d'entreprise, est plus compliquée et plus intéressante que ce que laisse entendre le communiqué du gouvernement. La question à laquelle les économistes sérieux et les analystes d'affaires réfléchissent depuis que Carney a annoncé pour la première fois cet objectif d'investissement de 1000 milliards de dollars à la fin de 2025 est simple. Le plan du gouvernement consiste à déployer environ 280 milliards de dollars en capital public et en incitatifs afin d'attirer des investissements privés et institutionnels, ce qui porterait le total au-delà du seuil des 1000 milliards de dollars sur 5 ans. Sur papier, cela semble clair et logique. Mais le problème est qu'une énorme partie de l'investissement privé que le Canada espère attirer est directement liée à une chose que le gouvernement ne contrôle pas entièrement, une relation commerciale stable et prévisible avec les États-Unis. Du point de vue d'un investisseur privé, cela compte immédiatement. Un grand gestionnaire de fonds institutionnels assis à New York, Londres ou Abu Dhabi et qui envisage d'engager des milliards de dollars dans un projet d'infrastructure canadien, une usine manufacturière ou une exploitation de minéraux critiques, posera d'abord des questions sur l'environnement réglementaire, les conditions d'exportation et la possibilité que des tarifs s'appliquent aux produits issus de cet investissement. En ce moment, avec l'ASUM qui entre dans sa période d'examen obligatoire cet été, avec des tarifs américains toujours en vigueur sur des produits canadiens clés, et avec des signaux diplomatiques américains au mieux contradictoires, ces questions n'ont pas de réponse claire. Pour les investisseurs, des signaux contradictoires ne constituent pas un cadre politique, ce sont une machine à brouillard avec un podium. The Hub, une publication canadienne respectée consacrée aux politiques publiques, a résumé le problème clairement plus tôt cette année. L'objectif de 1000 milliards de dollars de Carney sera difficile à atteindre sans une entente commerciale stable avec les États-Unis. Cette évaluation n'est pas fausse. L'économie canadienne est profondément intégrée à l'économie américaine d'une manière qui ne peut tout simplement pas être défaite en 5 ans, peu importe le nombre de voyages à New York, Abu Dhabi ou Pékin qu'un Premier ministre peut faire. Plus de 70% de toutes les exportations canadiennes de marchandises se dirigent toujours vers le sud, vers le marché américain, même après que les tarifs ont quelque peu réduit cette part en 2025. Les États-Unis ne sont pas seulement le plus gros client du Canada, ils sont le client autour duquel tout le reste de l'économie canadienne est structuré. L'ironie inconfortable, c'est que le théâtre tarifaire peut faire paraître un voisin moins comme une ancre et davantage comme un système météo. Cela ne veut pas dire que le plan de 1000 milliards de dollars est une illusion. Cela signifie que le plan comporte une dépendance réelle dont le gouvernement doit parler honnêtement. Carney a clairement indiqué qu'il ne signerait pas une mauvaise entente commerciale simplement pour avoir une entente. Lorsqu'il a rencontré les premiers ministres provinciaux à Huntsville en juillet dernier, il a clairement fait savoir que le gouvernement du Canada n'accepterait pas une mauvaise entente et que l'objectif n'était pas d'arriver à une entente à n'importe quel prix. Une entente signée seulement pour l'image peut bien paraître derrière un pupitre, mais les marchés lisent généralement les petits caractères une fois les applaudissements terminés. C'est une position de principe, mais elle crée une tension stratégique. Plus les négociations de l'ASEUM restent gelées longtemps, plus il devient difficile d'attirer l'ampleur des investissements privés dont le plan a besoin. En attendant, le voyage à New York et la stratégie plus large de diversification des investissements commencent à avoir plus de sens, même avec leurs limites. Carney ne parie pas que le Canada peut passer du jour au lendemain d'une dépendance envers les États-Unis à une diversification mondiale. Il essaie de construire des options pour le Canada. Il essaie de montrer à la communauté mondiale de l'investissement que le Canada est un acteur sérieux, que ses fondamentaux sont solides,
et que même au milieu d'un différend commercial avec les États-Unis, le Canada ne reste pas immobile. Il existe des preuves concrètes que cette approche gagne du terrain. Au cours des 12 derniers mois, le Canada et l'Indonésie ont signé un accord de partenariat économique global. Le Canada et les Émirats arabes unis ont signé un accord de promotion et de protection des investissements étrangers et lancé des discussions en vue d'un accord commercial complet appuyé par cet engagement d'investissement de 70 milliards de dollars. Le Canada a renouvelé son cadre commercial avec la Chine. Le Canada a signé un accord d'approvisionnement en uranium avec l'Inde. Ce ne sont pas des gestes symboliques, ce sont des engagements contraignants qui ouvrent de nouveaux marchés et de nouveaux flux de capitaux. Le sommet canadien de l'investissement est une autre pièce importante de la stratégie. Le premier événement du genre est prévu les 14 et 15 septembre 2026 à Toronto. Carney l'a annoncé en avril et le langage utilisé autour de l'événement était significatif. L'événement réunira les principaux investisseurs institutionnels du monde, des partenaires de capitaux à long terme et des chefs d'entreprise mondiaux pour 2 jours de discussion sur l'investissement au Canada. Investissement RPC, l'Office d'investissement du régime de pension du Canada, l'un des plus grands fonds de pension au monde avec des actifs bien supérieurs à 500 milliards de dollars, a déjà confirmé son appui au sommet. Quand Investissement RPC s'implique dans un événement comme celui-ci, les gestionnaires de capitaux mondiaux le remarquent. Cette organisation, à l'oreille des fonds souverains, des investisseurs en infrastructure et des grands acteurs institutionnels sur tous les continents. Le voyage à New York, cette semaine, est essentiellement un aperçu et un échauffement en vue du sommet de septembre. Carney entre dans ces conversations avec l'élite financière de New York pour semer des idées, tester le message et commencer à modifier la façon dont les investisseurs mondiaux perçoivent le Canada. Le discours à l'Economic Club of New York n'est pas seulement un discours. C'est un signal envoyé à chaque décideur en matière d'allocation de capitaux dans la salle. Le Premier ministre du Canada a personnellement pris l'avion pour venir se tenir devant eux et défendre son dossier. Ce type d'engagement direct compte dans le monde de l'investissement à grande échelle. La question devient alors de savoir ce que tout cela signifie réellement pour les Canadiens ordinaires. La personne à Edmonton, Mississauga ou Halifax qui paie un loyer, gère une hypothèque, travaille dans une usine, travaille dans un bureau ou travaille sur un chantier. Parce que 1000 milliards de dollars paraît énorme et abstrait, il faut rendre cela concret. Le gouvernement a clairement déclaré que si ce plan d'investissement atteint même presque ses objectifs, le PIB du Canada pourrait augmenter de plus de 3-5%. Carney lui-même a donné un chiffre qui équivaut à environ 3 500 dollars pour chaque travailleur canadien. Ce n'est pas négligeable. Ce type de poussée économique peut se traduire par une croissance réelle des salaires, une baisse du chômage et davantage de recettes fiscales pour financer les services dont les Canadiens dépendent. Les investissements en infrastructures à eux seuls, dans l'énergie, le transport, les réseaux numériques et la défense, signifient des emplois en construction, des emplois en ingénierie, des emplois manufacturiers et toute l'activité économique en aval qui les accompagne. Le secteur des minéraux critiques est particulièrement important. Le Canada possède ce que le monde veut et le monde est prêt à payer pour l'obtenir. À mesure que les pays se font concurrence pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement des véhicules électriques, des batteries, des semi-conducteurs et des technologies d'énergie propre, les gisements canadiens de lithium, de cobalt, de nickel, de cuivre et de terres rares deviennent plus précieux chaque année. Investir dans ce secteur ne se limite pas à l'exploitation minière. Il s'agit de transformation, de raffinage, de fabrication et de construction de la capacité industrielle permettant de transformer des ressources brutes en produits finis à valeur économique beaucoup plus élevée. Chaque installation de transformation construite au Canada plutôt qu'ailleurs est une victoire pour les travailleurs canadiens et les communautés canadiennes. Le portrait d'ensemble est que le Canada se trouve à l'un de ces moments historiques véritablement rares où les décisions prises au cours des 2 ou 3 prochaines années façonneront la trajectoire économique du pays pour une génération. L'ordre économique mondial est en train d'être réorganisé. Les chaînes d'approvisionnement sont en train d'être reconstruites. Les capitaux cherchent des destinations stables et fiables. Les États-Unis sont moins prévisibles comme partenaires qu'ils ne l'ont été depuis des décennies. C'est ce qui arrive lorsque la stratégie à long terme est constamment interrompue par des formules de campagne destinées aux applaudissements immédiats.
L'Europe gère ses propres défis. Dans cet environnement, un pays qui possède les fondamentaux du Canada, ses ressources, son système d'éducation, son réseau commercial, sa stabilité financière et ses institutions démocratiques dispose d'une véritable fenêtre d'opportunité qui ne restera pas ouverte indéfiniment. Demain, à New York, Mark Carney va essayer de franchir cette fenêtre. Il va défendre devant certains des décideurs financiers les plus puissants du monde l'idée que le Canada est l'endroit où il faut être. Son succès ne se mesurera pas seulement à ce qui se passera demain dans la salle. Il se mesurera à la capacité de ces conversations à devenir des engagements concrets au cours des 5 prochaines années, entente par entente, annonce par annonce, chiffre par chiffre. C'est une histoire qui mérite de l'attention, et elle mérite beaucoup plus de conversations que ce qu'elle reçoit dans les grands médias. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.